Je vote pour la science avec Isabelle Burgon. Bonjour à vous, j'espère que vous portez bien. Le 8 mars est l'occasion de souligner la Journée internationale des droits des femmes et plus particulièrement de celles issues de l'immigration. Nous entendrons beaucoup parler du PEC, le programme de l'expérience québécoise qui a pris fin en novembre dernier et laisse de nombreuses personnes et employés dans une situation d'absence de statut. Pourtant, 83% des Québécois sont en faveur du maintien au pays des personnes immigrantes avec un travail, selon un récent sondage de l'Union des municipalités du Québec. Après la pandémie, les problèmes de logement, du coût de la vie et de l'inflation, les immigrants sont souvent une cible facile quand ça va mal autour de nous. Moins visibles, les femmes immigrantes rencontrent encore plus de défis, à commencer par la nécessité de parler la langue française et de rencontrer des alliés dans leur parcours. Alors, comment faciliter le parcours des immigrantes au Canada? Nous en parlons tout de suite. Restez là. Je vote pour la science. Aujourd'hui, nous voulons souligner le 8 mars, la Journée internationale des droits des femmes, en parlant des moins visibles d'entre elles, les femmes immigrantes, et de leur parcours. Pour en parler, je suis en compagnie aujourd'hui de Madame Yi Zhu, consultante réglementée en immigration canadienne, fondatrice et présidente directrice générale d'immigration MBZY. Bonjour. Bonjour. Je suis aussi en compagnie de Yolande Cohen, professeure au département d'histoire de l'UQAM et directrice du groupe de recherche Histoire, Femmes, Genre et Migration. Bonjour. Bonjour. L'Alliance des femmes de la francophonie canadienne a adopté récemment une stratégie pan-canadienne pour les femmes migrantes francophones en milieu minoritaire dans les autres provinces donc, que le Québec. Cela vise à améliorer le parcours des familles migrantes au Canada et à rendre plus accessibles les services, car s'installer au Canada, ça a sa part de défis, et encore plus lorsqu'on est une femme. Pour commencer, peut-être, Madame Zhu, parlez-nous des différents parcours d'immigration au Canada lorsqu'on est une femme. Bonjour. Donc, pour les parcours de migration au Canada, il n'y a pas vraiment un parcours particulier pour une femme ou bien un homme. Ça dépend vraiment de leur profil en ensemble. Par exemple, leur âge, compétences linguistiques, l'expérience canadienne, le niveau d'éducation, leur profession, leurs compétences financières. Et puis sinon, on parle des parcours de migration. Il y a plusieurs volets, par exemple, d'immigration permanente, économique, les regroupements familiales, les protections humanitaires. Puis il y a aussi l'immigration temporaire, comme des permis d'études, permis de travail, visa de visiteur. Oui, ça c'est tous les parcours. Mais est-ce que c'est plus facile ou plus difficile quand on est une femme de venir au Canada? Je pense pas que c'est plus difficile ou bien ça serait peut-être pas le bon terme. Est-ce que ça pose plus de défis peut-être? Plus de défis, je pense que oui, parce que normalement, en tant qu'une femme, naturellement, on a plus de responsabilités envers les enfants, les familles. À part tout ça, on doit préparer l'autre projet d'immigration. Et je pense que peut-être il y a plus de défis dans ce sens-là. Mais l'autre côté, je trouve que en tant qu'une femme, quand on a vraiment une détermination par exemple, de changer de pays, souvent c'est vraiment les femmes qui poussent avant. À changer de pays. Okay. Exactement. Et puis souvent c'est eux qui sont prêts à accepter des petits jobs, qui est vraiment l'autre niveau beaucoup plus bas que ce qu'ils faisaient avant. Et puis juste pour vivre, pour survivre après vivre. Pour contribuer en fait au projet de la famille en fait. Et en même temps, elles ne lâchent pas du tout l'objectif à long terme. Oui, elles sont plus déterminées si je comprends. Professeur Cohen, parlez-nous des migrations des femmes seules ou accompagnées peut-être durant le XXe siècle. Qu'est-ce qui les pousse à immigrer au Canada? Alors, les profils d'immigration dont parlait ma collègue s'inscrivent dans un processus qui est étroitement organisé, évidemment, par les gouvernements qui accueillent les immigrants. Donc, c'est sûr qu'il y a le projet migratoire personnel, mais il faut qu'il colle avec ce qu'on appelle les fameux critères. Et ces critères sont définis par des politiques migratoires qui n'existaient pas
vraiment de manière systématique avant la Deuxième Guerre mondiale. Les critères tels qu'on les connaît, aujourd'hui, ils ont un peu changé, mais grosso modo, ils ont été refaits et repensés à partir de la Deuxième Guerre mondiale, quand le Canada s'est ouvert à une immigration plus diversifiée. Mais avant ça, bien sûr, le Canada est un pays d'immigrants, et donc on sait que c'est une immigration qui était d'abord et avant tout une immigration européenne. Donc on est un pays qui a été fondé et organisé essentiellement par des immigrants européens. Et c'était comme une prolongation un petit peu de la vieille Europe sur le continent nord-américain. Je ne parle même pas de la Nouvelle-France et du système de colonisation anglais-français, mais donc les migrantes ont toujours afflué au Canada. C'était d'abord une migration qui était organisée par les familles bourgeoises du Canada français ou du Canada anglais, qui faisaient venir des jeunes femmes d'Irlande la plupart du temps, mais aussi de France, mais aussi un peu plus des pays européens comme domestiques. Et une grande partie de cette domesticité féminine était une immigration de femmes seules. Alors c'était très compliqué, mais disons que cette immigration a été organisée du Canada vers l'Europe. Alors, les femmes domestiques vont être accueillies par des réseaux, par exemple le YWCA est un de ces réseaux qui va accueillir les jeunes femmes soit à l'arrivée à la gare de Montréal ou à leur arrivée au bateau, et vont les placer directement dans les familles. Donc c'était une immigration organisée, même si évidemment il fallait trouver ces jeunes femmes, mais il y avait comme ça des réseaux qui s'étaient établis. Par la suite, on va voir d'une immigration plus indépendante, mais c'est d'abord et avant tout des hommes qui vont émigrer pour des améliorations économiques, et c'était une émigration là aussi de travail. Donc les femmes à ce moment-là n'étaient pas encouragées particulièrement, en dehors des domestiques, des femmes domestiques ou des femmes qu'on employait dans des secteurs de services, qui étaient recrutées directement par des employeurs, et là encore uniquement en Europe. Cette migration n'était pas une migration vraiment volontaire, parce que en dehors des réseaux qui existants, c'est-à-dire s'il y avait des villes qui faisaient venir des femmes ou des familles complètes ou des employés, ben là ça marchait. Donc l'immigration n'était pas une immigration fluide. Les politiques migratoires vont se mettre en place au niveau canadien et fédéral dans les années 50, avec l'idéal désormais d'ouvrir les frontières et de rechercher une immigration de travail de manière plus systématique. Et là, avec ces politiques migratoires, on va mettre en place des systèmes vraiment de critères très définis, dans lesquels, alors là, justement, on ne va pas privilégier des femmes, on va privilégier ce qu'on appelle aujourd'hui le regroupement familial, mais qui est en fait l'immigration de famille. Parce qu'on s'est rendu compte que faire immigrer des hommes ou des femmes seules posait énormément de problèmes, évidemment, d'adaptation, d'intégration, etc. Et en même temps qu'on ouvre la migration aux autres pays que ceux de l'Europe, on va connaître les problèmes migratoires que l'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire des problèmes d'intégration de groupes qui ne sont pas des groupes chrétiens, européens, avec ces idées que le Canada est un pays uniquement chrétien et européen, ou d'origine européenne. Et là, toutes les politiques de multiculturalisme vont tenter, justement, dans les années 70, de changer ce système pour pouvoir être un pays plus diversifié, avec des communautés qui vont chacune essayer de travailler avec le gouvernement pour ouvrir des quotas pour tel groupe ou pour tel autre, avec aussi les politiques d'accueil de réfugiés, etc.
Donc, vous voyez, c'est le contexte historique que je voulais juste rappeler. Oui. Non, c'est bien parce que ça met la table justement par rapport à cette immigration féminine et de famille. Madame Jou, l'accès concret aux droits des femmes immigrantes, expliquez-nous un peu ce qu'il en est. Est-ce que c'est assez compris, ces droits des femmes immigrantes et exercés? À mon avis, les droits existent tout le temps. Partout au Canada, au Québec, en Europe, en Chine, en Asie. Mais je pense que l'essentiel, c'est vraiment comment on peut la comprendre, connaître, et puis l'accesser, et puis pour nous protéger. Et là, vraiment, c'est la langue. La langue, c'est vraiment la porte-clé pour rentrer, pour ouvrir toutes ces portes-là. Oui. Et on va parler de la langue, mais est-ce que le Canada est accueillant pour les immigrants et les femmes immigrantes? Je pense que oui. Je pense que le Canada et même le Québec, on est vraiment très, très accueillant. Malgré récemment, il y a beaucoup de restrictions en matière de migration, parce que les quotas. Oui, on peut parler du PEC qui vient de se terminer, par exemple. Exactement. Oui. Le PEC a été aboli en novembre. Oui. C'est assez triste pour les employeurs qui ont investi beaucoup d'argent, beaucoup élargi, qui ont établi une relation de confiance avec les travailleurs temporaires et les travailleurs temporaires qui sont venus avec un grand espoir parce que ils ont, à mon avis, parce que j'ai rencontré vraiment des clients là tous les jours, ils pleuraient, ils ont tout fait et ils ont construit leur vie en croyant que si on respecte tout, si on travaille fort, on paye les impôts, on apprend la langue et on va pouvoir continuer la vie ici. Mais malheureusement, est-ce que ça touche des femmes aussi et des familles, j'imagine? Tout à fait. Ça touche les femmes beaucoup et les hommes également, la famille, absolument. Oui. Et bien sûr, il y a le programme PSTQ qui est là, mais c'est quand même très, très difficile. Des fois, qu'est-ce que ça change, ce programme-là? Donc, le programme de PSTQ, c'est le programme de sélection de travail qualifié. Donc, c'est tout d'abord, on doit envoyer une déclaration d'intérêt, on doit répondre aux critères qui sont assez exigeants à mon avis. La compétence linguistique en français, c'est éliminatoire, sauf pour un volet, ça s'appelle talent exceptionnel. Ah, c'est quoi un talent exceptionnel? Ce sont vraiment par exemple, les athlètes qui ont eu des médailles du coup de monde, des chercheurs qui sont très connus dans le monde entier. Des scientifiques renommés, comme on appelle. Exactement, comme Lionel Messi ou bien Cristiano Ronaldo. Ah oui, d'accord. C'est assez difficile quand même. Sauf pour ce volet-là, on n'a pas besoin de démontrer une compétence linguistique, mais sinon pour les trois volets, c'est éliminatoire, même pour les programmes gens d'affaires. Est-ce que ça exclut les femmes qui accompagnent, qui ne sont pas forcément aussi la personne travailleur type? Ça exclut pas les femmes si les femmes sont comme les épouses accompagnées, mais elles doivent maîtriser la langue quand même. Ah oui, la langue française. Oui, on va en parler. Professeur Cohen. Si je peux dire, si je peux juste rajouter quelque chose à ce que vous dites. Avant ces grands changements que vous venez de mentionner, lors de la pandémie, il y a eu un effort extraordinaire qui a été développé par le gouvernement québécois de Legault pour aller chercher des travailleurs qui étaient en fait des travailleuses qui s'appelaient les préposés aux bénéficiaires, les fameuses PAB. Et c'était essentiellement, en effet, une immigration là aussi ponctuelle à qui on a promis énormément de choses et qui ont demandé d'avoir des permis de travail plus longs et je ne sais pas qu'est-ce qu'elles sont devenues. D'abord, on les a remerciées assez rapidement une fois que la pandémie était passée et ensuite, je ne sais pas si leur permis de travail, justement, a pu être renouvelé et leur statut confirmé. Donc, vous voyez qu'on fait appel à des immigrants de manière ponctuelle, selon les désirs politiques et les besoins, mais aussi politiques, parce que cette transformation du travail temporaire a été faite en fonction justement d'un désir nationaliste de définir ou de se doter d'un Québec exclusivement ou presque francophone.
Donc là, on a vraiment la politique migratoire suit une politique nationale. Ce n'est pas un hasard qu'on ait changé dans une période où l'immigrant est considéré comme une menace à l'intégration ou à la souveraineté nationale. Oui, tout à fait. Je vais rester avec vous, professeur Cohen. Qu'est-ce que nous apprend l'émigration des femmes en provenance du Maghreb sur justement l'identité et l'ethnicité? Est-ce qu'elles sont bien accueillies et incluses dans la société québécoise et canadienne? Alors, c'est une bonne question parce qu'en effet, elles sont francophones. La plupart d'entre elles cochent cette case et depuis un certain temps. Et donc, cette migration a été très importante. La migration des gens d'Afrique du Nord a été très importante à partir des années 2000. Il y a eu les Juifs marocains qui sont arrivés un peu avant, mais c'est un petit nombre. Alors que là, d'Afrique du Nord, on a vraiment une migration beaucoup plus importante dans les années 2000-2010. Et donc, on a pu réfléchir. Il y a eu beaucoup de thèses qui ont été rédigées, pas encore d'ouvrages vraiment, mais des thèses qui ont été rédigées et faites sur ces parcours de femmes maghrébines qui sont en général très éduquées. C'est un bac plus 5 ou plus 8, donc des catégories socio-professionnelles très compétentes, des avocates, des médecins, vraiment des travailleuses très compétentes qui ont été bloquées dans leur parcours socio-professionnel par des problèmes d'équivalence de diplôme, de reconnaissance du travail qui a déjà été fait, etc., et qui touchent particulièrement les femmes, parce qu'elles sont très nombreuses à venir à quitter leur pays, soit à cause de problèmes de militantisme, des problèmes politiques, soit aussi par leur envie de vouloir développer leur carrière plus. Et donc, les personnes qu'on a interrogées montrent vraiment qu'il y a à peu près une dizaine d'années de difficultés à faire reconnaître leur expérience par les ordres professionnels desquels elles dépendent. Alors, vous voyez que là aussi, le rôle, la variable de sexe joue vraiment comme un frein. Mais une fois que ces difficultés sont passées, on peut dire, par exemple, pour les Juifs marocains, on a vu dans nos études et dans les livres qu'on a rédigés sur ce cas-là, c'est que les femmes qui naissent dans ces familles, c'est-à-dire peut-être pas la première génération donc de ceux qui ont immigré, mais celles qui sont pas nécessairement nées ici, mais arrivées jeunes au Canada, on va voir des parcours socio-professionnels très réussis. Est-ce que ça résume l'ensemble? Le parcours socio-professionnel est un des aspects de l'intégration. Le deuxième étant le problème à la fois d'être, si on est une minorité religieuse, musulman ou juif, là aussi, ça pose un certain nombre de problèmes. Pour les femmes, par exemple, le voile va être un problème très très important qu'on a vu. Là, il y a une discrimination qui est très claire vis-à-vis des femmes voilées et qui fait qu'elles peuvent perdre leur emploi ou ne pas avoir accès à des emplois auxquels elles pourraient prétendre. Donc vous voyez des parcours difficiles à cause du fait que, en effet, ce sont des minorités ethno-religieuses qui ne trouvent pas nécessairement leur place dans un Québec qui voudrait bien s'ouvrir à ces minorités, mais qui, pour l'instant, ne parvient pas vraiment à le faire. Oui, tout à fait. Madame Chou, c'est important de maîtriser le français au Québec. Est-ce que la langue peut être un bon outil d'immigration? Je pense que oui. Et absolument, c'est un outil. Déjà, maintenant, pour pouvoir immigrer au Canada ou au Québec, la langue, c'est vraiment le seul moyen où on peut s'améliorer. Parce qu'il y a beaucoup de critères, par exemple l'âge, on ne peut pas réguler malheureusement. L'éducation, ça prend le temps nécessaire pour avoir un autre diplôme. Et puis l'expérience travail, donc c'est vraiment on compte jour à jour, mois et mois, et aller. Mais la compétence linguistique, si on peut consacrer 2 heures vraiment intensives à apprendre à améliorer la langue, on peut voir le résultat rapidement.
Oui, vous parlez très bien français et je sais que ça fait 20 ans que vous êtes ici. Est-ce que pour vous, ça a été un défi? Et en fait, c'est vraiment par hasard. J'ai commencé à apprendre le français. J'étais enseignante en Chine, à Wuhan. Et dans mes temps libres, j'avais rien à faire. Je me suis dit, regarde, je vais apprendre la langue parce que pour nous, les Chinois, la langue française, c'est vraiment la langue la plus romantique du monde. Ah oui. Et puis on disait tout le temps, je savais, l'anglais et français, c'est vraiment les deux langues officielles de toutes les conférences internationales. Ouais. Donc je me suis dit, pourquoi pas apprendre une autre langue? Donc j'ai consacré mes temps libres à apprendre le français. On apprend une langue, c'est pas juste... Il ne faut pas penser comme quoi, je dois absolument apprendre la langue pour immigrer. Il faut regarder qu'est-ce qu'il ouvre pour vous au niveau carrière, même pour voyage, au niveau de l'éducation, au niveau de communication. C'est vraiment une clé d'entrée dans la société québécoise, dans la société canadienne, dans la profession, même si pour bien comprendre nos enfants aussi. Mais de toute façon, c'est maintenant obligatoire aussi pour immigrer. Professeur Cohen, est-ce que la maîtrise de la langue, particulièrement celle du français, est un enjeu pour une femme immigrante dans son parcours? Oui, absolument. Il y a des changements de perception tout le temps. Là, on est dans une phase quand même très hostile à la migration. Pour un pays d'immigrants, c'est très compliqué. Alors, vous voyez que oui. Comme je vous disais, après la Deuxième Guerre mondiale et la Shoah, on a compris qu'on ne pouvait pas rester des pays fermés et des pays qui uniquement fonctionnaient sur des bases raciales. Donc, bien sûr, ça change selon les périodes, les crises économiques, les crises idéologiques, comme la période dans laquelle on est aujourd'hui. Alors, où l'immigrant est vu comme un étranger qui menace l'identité nationale, etc. Donc, bien sûr, même au Québec, dans les 30 dernières années, ça a beaucoup changé. Alors, oui, c'est ça. Alors, Madame Zhu, avec la maîtrise de la langue, un autre élément important, c'est l'accès au travail. Pouvez-vous nous en parler? Est-ce que les femmes originaires d'Asie du Sud ont plus de difficultés, plus de facilité à intégrer le marché au travail ici? Je pense qu'au début, elles vont avoir plus de difficultés, surtout quand elles ne maîtrisent pas bien la langue. Oui. Parce que maîtriser une langue, et puis c'est pas pareil comme maîtriser une langue à l'emploi, professionnellement. Mais comme professeur Cohen a dit, donc l'intégration, l'adaptation sont lents, mais une fois, et puis les obstacles sont différents, oui. Sont différents. Une fois, on a réussi à travers des obstacles, puis là, c'est vraiment le sky is the limit. Je pense que les femmes s'épanouissent, puis je vois beaucoup de femmes immigrantes, même s'ils ne parlent pas bien la langue française parfaitement, et ce sont les dirigeants des entreprises qui offrent des emplois aux Québécois ou des autres immigrants, et eux, ils transfèrent leurs connaissances comme l'entrepreneuriat, et puis l'esprit de résilience, de persévérance à l'employé et aussi à l'enfant qui sera vraiment le cœur de la société québécoise. Oui. Peut-être une dernière question. Professeur Cohen, quelles sont les leçons de l'histoire à retenir pour favoriser et accompagner l'immigration réussie des femmes, selon vous? C'est une grande question. Je pense que les processus d'immigration sont très complexes aujourd'hui. Et les pays qui reçoivent les immigrants, comme les pays d'Amérique du Nord et d'Amérique centrale ou même d'Amérique latine, qui sont des pays traditionnellement de grande immigration, sont en train de réviser leur vision de l'intégration. Et donc, les femmes font partie, bien sûr, de ces processus de réflexion. Elles en sont à la fois les victimes et les agentes, puisque, comme on disait initialement, les femmes sont beaucoup jouent un rôle très important dans
le processus de décision de migration. Très souvent, ce sont les femmes qui prennent la responsabilité de le faire, qui disent que c'est pour leurs enfants, qui veulent améliorer le sort de la famille et qui vont prendre l'initiative de la migration. Et donc, à la fin du compte, on le voit, par exemple, pour les migrations qui ont été, les migrantes aujourd'hui qui sont refoulées du territoire américain vers le Salvador ou vers d'autres prisons d'ailleurs en Amérique latine. On voit que les femmes et les enfants sont beaucoup les victimes de ces attaques contre les migrants. Donc, elles restent un élément crucial, oui, dans l'analyse des migrations qu'il faut prendre en compte. Une dernière question, Madame Zou. Donc, c'est aussi important de souligner l'importance des alliés, ceux et celles qui encouragent et accompagnent les femmes immigrantes dans leur parcours. Qui sont-ils, ces alliés-là, et comment on devient un allié nous-mêmes? Les alliés peuvent être simplement votre employeur, le premier employeur qui vous accueille avec les bras ouverts, qui vous apprend la culture dans des champs de profession. Là, ça pourrait aussi les conjoints, les maris qui nous respectent. C'est qui votre allié à vous? Moi, je vous dirais... Ou vos alliés? Les miens, ça devrait être mes employeurs, mes collègues et surtout mes enfants. Et avec mes enfants, vraiment, mes enfants, là, ils sont au collège en ce moment. Et c'est vraiment en parlant avec eux, j'ai commencé à apprendre l'histoire du Québec. C'est en l'écoutant, je sais, OK, qu'est-ce qui s'est passé entre les jeunes actuels au Québec. Et puis comment moi je peux devenir un allié? Comment les gens qui nous écoutent peuvent devenir des alliés pour ces femmes immigrantes? En fait, je pense que c'est un effort mutuel. Parce que regardez juste l'entrevue aujourd'hui, si je suis pas ouverte, je suis fermée, on n'aura jamais eu cette entrevue. Et je pense qu'il y a beaucoup de comment on peut dire ça? Les opportunités sont là. Et puis, ils demandent des efforts des femmes immigrantes aussi d'être plus ouvertes, d'être plus participantes aux activités. Et des fois, on parle avec l'accent, avec des fautes de grammaire. Mais c'est pas grave, c'est juste une communication. Et on se comprend. Et comme ça, on s'améliore. Oui, c'est une ouverture finalement. Une ouverture, l'esprit, puis je pense que... L'une à l'autre finalement. Je vous remercie beaucoup. On était en compagnie de Ying Chu, consultante réglementée en immigration canadienne, fondatrice et présidente directrice générale d'immigration MBZY, et de Yolande Cohen, professeure au département d'histoire de l'UQAM et directrice du groupe de recherche Histoire, Femmes, Genre et Migration. Merci à toutes les deux. Merci à vous. Voilà, c'est tout pour l'émission d'aujourd'hui. Je vote pour la science est une production de Science Presse avec Radio VM. À la régie de cette émission, Daniel Fortin. À la recherche cette semaine, la réalisation et le micro, Isabelle Burguin. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez le réécouter au cours de la semaine. Et vous pouvez aussi suivre la page de Je vote pour la science pour ne rien manquer sur le site de Science Presse. Écrivez-nous si vous avez des idées d'émissions ou des commentaires. Passez tous une belle semaine à notre antenne. Jin Jiahua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique